merci pour ta présence. Tu devais venir ce matin et puis tu as été retenu par notre président pour un déjeuner de travail, puis tu as un conseil de défense, demain tu as un conseil des ministres, un agenda qui est absolument incroyable. Merci d'avoir pris cette heure d'échange. On va aborder, tu le sais, tous les sujets de la profession, mais avant peut-être revenir aux 2 années que nous avons passées et cette relation qui a été entre nous, si je puis avoir cette expression familière, qui a été fusionnelle, parce que nous avons, pendant ces 2 années, été l'un et l'autre à l'écoute. Nous avons eu de la reconnaissance, de la confiance. Nous avons répondu à tes appels, notamment cet été avec l'Outre-mer, avec le drame que nous avons vécu sur nos territoires ultramarins. Et tu as répondu aussi aux nôtres. Voilà, tu as répondu aussi aux nôtres, à nos attentes. Alors la question rituelle que je vais te poser, Olivier, c'est « Monsieur le ministre, comment allez-vous » ? Moi, je vais très bien, cher Lamine. D'abord, merci pour le mot sympa que tu as eu à mon égard. Tu as commencé à me tutoyer. Alors, je vais pas te vouvoyer, sinon ça va faire bizarre, mais chacun sait qu'on se connaît, que je suis un membre à part entière de la grande famille des soignants. Je salue toutes celles et ceux qui sont avec vous dans le sud aujourd'hui. J'aurais adoré être avec vous, mais ce matin, j'ai commencé à 7h30 du matin avec le Premier ministre en Seine-Saint-Denis sur un déplacement sur la centralisation du RSA, assez éloigné des sujets sanitaires, mais je suis aussi ministre en charge des solidarités. Ensuite, une grande réunion autour du président de la République sur les questions comme les retraites, par exemple, qui parleront à un certain nombre d'entre vous. Et puis, un déjeuner de travail sur la France 2030. Vous voyez, les journées s'enchaînent et je ne m'ennuie jamais. Donc, tant que je ne m'ennuie pas, je vais bien. Merci Olivier. Oui, je me suis permis de te tutoyer parce que l'année dernière, j'ai un peu mélangé le vous et le tu. Et puis, c'est vrai que toutes ces vidéos que nous avons passées ensemble, où il y avait plus de 300 connectés, voilà, on se tutoie. Donc, c'est plus simple pour nous d'avoir ce langage direct. Alors, un petit mot sur la crise sanitaire. Rien n'était prévisible. Comme je dis souvent, la vérité d'un jour n'était pas celle du lendemain. Et la vie est faite de vérités successives. Alors, où en est-on aujourd'hui dans peut-être un petit point épidémiologique? Où en est-on dans la lutte contre ce virus et surtout la dynamique vaccinale, et faire un petit point sur ce 15 septembre où tu as eu des mots très fermes, et je t'en remercie, sur l'obligation vaccinale que j'ai portée, et tu as eu des mots très fermes sur l'obligation des soignants d'être vaccinés pour pouvoir continuer à exercer. Et je remercie également les présidents des ordres qui ont été présents pour nous aider. Donc voilà, un petit point sur la pandémie actuelle, la dynamique vaccinale, et puis on sent quand même sur le territoire la liberté qui revient, cette liberté qui nous est chère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus de 500. Il y a 500 de nos adhérents qui sont autour de toi et qui t'écoutent en présentiel. C'est pour nous une victoire du renouveau de la santé grâce à la vaccination. Et ça fait du bien, je vois les images des visages dans la salle, ça fait du bien de retrouver des salles avec des gens dedans. Hier, je me suis même offert un concert, c'était mon premier concert, à l'exception du concert test depuis le début de la crise sanitaire. Signe que la vie a repris. On est environ 7000 cas de contamination par jour, l'épidémie n'est pas derrière nous. Dans les situations, dans les Outre-mer, et notamment cette fois-ci en Nouvelle-Calédonie, l'épidémie est plutôt sur une voie croissante, donc ce qui atteste que le virus n'a pas disparu de la planète, loin s'en faut. Mais actuellement, la situation est sous contrôle ou en passe de l'être, avec une baisse d'environ 30% de la circulation du virus toutes les semaines. La charge sanitaire également s'est réduite. On est entre les soins critiques et les réa à quelques 1700 patients, je crois, Covid, ce qui est encore évidemment un nombre important, mais qui montre qu'on est très loin de ce qu'on avait pu connaître lors des vagues précédentes. C'est pas le moment de relâcher nos efforts, évidemment. Enfin, je dis ça devant des acteurs du monde de la santé qui le savent. Et la politique vaccinale dans notre pays, écoutez, c'est CNN qui en parle le mieux aujourd'hui, parce que CNN m'a envoyé un message il y a quelques jours en me demandant une interview pour témoigner du succès français en matière de vaccination. Alors c'est un succès qu'on doit à la mobilisation de tout le monde, les soignants, évidemment les directeurs d'établissements, les ARS, les pompiers, les préfets. C'était un énorme travail qui se poursuit d'ailleurs. On est à 50,1 millions de primo-vaccinés, bientôt à 50 millions de vaccinés complets. On est en train de réaliser la 3e dose de vaccination pour les 65 ans et plus. J'attends la réponse de la Haute Autorité de Santé s'agissant des soignants pour savoir s'il convient de les vacciner plus largement ou non avec cette 3e dose. Donc la situation est sous contrôle. On a identifié maintenant la bonne façon de procéder par rapport à ce virus, du fait de la vaccination. On n'est plus obligé de confiner, on n'est plus obligé de mettre en place des couvre-feux. On a un pass sanitaire qui, après avoir semé un peu d'inquiétude, maintenant est tellement accepté que depuis qu'on a évoqué l'idée qu'on pourrait l'alléger, j'avoue que je suis assez sollicité par bon nombre de Français qui me disent « mais pourquoi vous voulez l'enlever ?»
Ça fait partie des discussions que nous aurons au Conseil de défense et de sécurité nationale demain matin autour du président de la République. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle quelles seront les conclusions. C'est aussi ça qui marque le fait qu'on avance, on apprend en marchant. Donc on n'est pas sorti encore de l'épidémie. Je ne vois pas émerger de nouveaux variants qui seraient particulièrement contagieux ou avec un risque d'échappement vaccinal, notamment en provenance de l'hémisphère sud, ce qui pourrait laisser présager, pourquoi pas, d'une sortie de la pandémie. D'autres nous disent que c'est un virus qui pourrait revenir à intervalles réguliers. En tout état de cause, on voit bien que là où la vaccination est forte, l'épidémie est faible, et là où la vaccination est encore faible, l'épidémie est forte, et il nous reste encore un travail de conviction à mener. Il y a encore des territoires dans lesquels les gens ne sont pas suffisamment vaccinés, dans certains départements métropolitains, en Outre-mer bien sûr, mais également sur l'ensemble du territoire, dans des petits bassins de vie où, par exemple, un médecin traitant anti-vax aurait dissuadé ses patients de se faire vacciner, ou dans certaines communautés. On voit encore là qu'on a encore des poches, je dirais, de non-vaccinés à aller récupérer pour les protéger. Mais on va y arriver. Merci Olivier. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de gouvernance. Et on a eu un débat ce matin très intéressant, une table ronde avec deux présidents de région que tu connais bien, Renaud Muselier et Xavier Bertrand, qui te saluent d'ailleurs ce matin. Ils l'ont fait pendant la table ronde. Sur le rôle des ARS, tu connais mon soutien apporté aux ARS pendant toute la crise et le rôle fondamental qu'ils ont joué en complémentarité, et c'est ce qui a peut-être mené cette réflexion avec les présidents de région, les présidents de métropole, les maires. Donc, quelle est la place de l'élu ? Notre sondage ce matin a été édifiant. 87% des répondants, donc c'est-à-dire des adhérents qui étaient présents, à 87% ont souhaité, et ça m'a un petit peu étonné parce que peut-être je suis un petit peu conservateur, 87% des présents ont souhaité que les élus s'implique davantage dans la gestion de l'ARS ou de la gestion d'un territoire. Donc quelle est la position, la politique à ce niveau-là sur la part des élus ? D'abord, à l'ouverture des JO de Londres, il y a quelques années de cela, pendant la cérémonie d'ouverture, les Anglais avaient dessiné sur un stade avec leur corps le mot « We love NHS ». Imaginez qu'en France, à l'ouverture des JO de Paris, on ait une grande fresque à l'échelle humaine disant we love, on aime nos ARS ou on aime notre assurance maladie. Je dis pas qu'on en est là, mais je dis qu'on a progressé et que la proximité dont ont fait preuve les ARS et l'assurance maladie depuis le début de la pandémie, à appeler les gens, à leur offrir ce dont ils avaient besoin, à les protéger, le fait qu'on en ait beaucoup parlé, à rapprocher considérablement ces structures qui le méritent, parce qu'elles ont fait des efforts considérables et qu'on n'aurait pas réussi sans elles, de la population. Il en va de même pour ces agences et les élus locaux, c'est tout à fait normal. Je vais vous dire, j'ai fait peut-être 50 départements différents. Il y a une question que je pose toujours à un préfet de département quand je rentre dans sa voiture. Quel est le rapport que vous entretenez avec l'ARS ? À une exception près, sur près d'une cinquantaine, tous m'ont dit, on bosse bien ensemble. Il faut pas changer les choses. Donc, plus personne aujourd'hui ne parle de retirer aux ARS ce qu'elles ont pour le mettre sous l'autorité du préfet. Et à commencer par les préfets eux-mêmes qui ne le demandent pas. Cette coordination s'est bien déroulée. Ensuite, ce que je souhaite, c'est renforcer l'échelon départemental des ARS pour créer davantage de proximité, pour des missions de proximité, ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Et ce que je souhaite aussi, c'est renforcer la place des élus, effectivement dans la gouvernance des ARS, mais surtout dans l'entretien singulier que peuvent mener les élus avec les agences régionales de santé. Ça fait l'objet de dispositions dans la loi qu'on appelle la loi 3DS ou 4D sur la décentralisation, qui prévoit une association plus étroite des élus, qui aujourd'hui sont trop éloignés des processus de décision des agences régionales de santé. Moi, je souhaite que ce soit les présidents d'exécutifs régionaux, départementaux, des grandes intercos qui siègent au futur conseil d'administration des ARS et qu'il y ait un véritable dialogue sur les questions, les orientations budgétaires. La contrepartie, c'est que j'ai proposé aux élus dans la loi de pouvoir mettre au pot commun lorsque nous faisons des grands investissements. Et ce que je constate, c'est que ça fonctionne. L'exemple marseillais, on n'est pas très loin, atteste de l'implication des collectivités. C'est plus de 100 millions d'euros qui ont été mis en place, qui ont été mis sur la table pour la rénovation de la PHM par les collectivités. Dans une autre région que celle que vous avez citée aussi, je crois que c'est la région Normandie, il est prévu que, en complément du Ségur de l'investissement, la collectivité régionale mette beaucoup d'argent sur la table, et ce qui montre de cette volonté des élus de s'impliquer davantage. Ça, non seulement ça ne me pose aucun problème, mais j'y suis très favorable. Je suis aussi très favorable à ce que les élus locaux aient un rôle plus important en matière de politique de santé publique. Il faut savoir que l'hygiénisme en santé a été longtemps porté par les élus.
Historiquement, c'est eux qui ont cassé les murs trop étroits des villes fortifiées pour laisser respirer. C'est eux qui ont élargi les voies de passage, qui ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de détritus en mettant des systèmes de poubelles, des détritus qui pouvaient entraîner des maladies. C'est eux qui ont apporté l'eau. C'est eux également qui ont mis en place les tout à l'égout. Et finalement, tous les grands gains de productivité en termes d'espérance de vie ont été le fait d'actions d'élus locaux, évidemment avec une cohésion d'État. Ce qu'en revanche, je ne suis pas prêt à faire, c'est à déléguer aux collectivités territoriales la gestion du risque et le pilotage des crises sanitaires qui, pour moi, relèvent de ce qu'on peut dire qui est devenu du régalien. Et ça, on voit que les pays qui ont décentralisé, et non pas déconcentré, mais décentralisé aux collectivités la gestion du risque, pendant la crise sanitaire, n'ont pas été favorisés par rapport à nous. Je prends l'exemple de l'Allemagne, où pour mettre 16 Länder d'accord, c'était la croix et la bannière. Ou l'Espagne, où vous passez d'une région à une autre avec des règles sanitaires totalement différentes. Donc encore une fois, plus de rôle des élus locaux dans le cofinancement, dans ce qu'ils ont à dire et à décider avec les agences régionales de santé en matière d'organisation et des plateaux techniques, etc., dans les territoires, un rôle plus important dans la politique de santé publique. Je ne veux plus un PLU sans avoir un volet santé environnementale ou un plan de transport sans qu'on considère la question sanitaire. Et la gestion du risque, elle reste l'apanage de l'État avec une déconcentration importante via les ARS. Merci Olivier. Lié aux ARS, le financement des milliards du Ségur qui vont arriver sur l'investissement. Alors, on est toujours un peu vigilant, toujours un peu inquiet sur cette répartition public-privé. Donc, quelles assurances, sur quels critères pourrais-tu nous donner pour que les ARS sur les territoires choisissent le meilleur projet et non pas celui appartenant à tel ou tel secteur? Équité, ce sera le maître mot, je pense, de cette journée. Quelle garantie pouvons-nous avoir sur l'équité de traitement par les ARS sur ces milliards qui arrivent? Et c'est bien sur l'investissement en santé, tant en numérique bien sûr, mais également sur la construction de projets, de nouveaux établissements et de rénovation des locaux. Voilà, quelle garantie que les ARS seront juges et impartiales? Le Ségur de l'investissement, c'est hôpital 2007 plus hôpital 2012, majoré de 50%. On n'a jamais eu une somme pareille à distribuer. Alors c'est à la fois énorme, et à la fois, quand on regarde le nombre de projets qui nous remontent, on se dit qu'on a bien fait de mettre autant d'argent sur la table. Moi, je tiens évidemment à ce qu'il y ait des établissements de tout secteur qui bénéficient du Ségur d'investissement. Et la mine, tu le sais, à chaque fois qu'il y a eu des dispositions pour le secteur public, j'ai tenu à ce qu'elles puissent être transposées dans le secteur privé. D'ailleurs, je te félicite devant tes mandants pour l'accord qui a été trouvé au sein de la FHP s'agissant de la transposition des évolutions des grilles salariales. C'était très important et ça a été un gros travail de dialogue social. Bravo pour ça. Évidemment, il y aura des soutiens forts qui seront apportés également des établissements privés, lucratifs et non lucratifs. Et je me fais fort d'ailleurs de faire des déplacements dans les semaines et les mois à venir pour pouvoir l'illustrer. Je rappelle un mot de méthode. Après avoir commencé à faire quelques annonces sur des projets qui étaient emblématiques et qui étaient vraiment très très chaud bouillants, nous avons gelé les annonces, le temps de permettre aux agences régionales de santé de nous faire remonter les cartographies régionales de répartition des différentes enveloppes, que j'attends, je le dis, j'ai vu qu'il y avait Benoît Elbot qui était dans la salle, que j'attends bien pour la fin septembre, début octobre, pour que nous puissions ensuite arbitrer ce qui doit l'être encore, avec cette nouvelle méthodologie scientifique qui est le CNIS, qui intervient en support et en appui des établissements de santé, avec une beaucoup plus grande déconcentration des décisions, puisqu'en dessous de 150 millions d'euros, ça passe pas par le ministère, c'est directement réglé en région, et donc ça entretient aussi ce dialogue singulier entre les agences régionales de santé et les établissements. Réponse bientôt. Merci Olivier. Alors on va parler PLFSS 2022. Ce matin nous avions Thomas Mesnier qui est intervenu et on lui a parlé pluriannualité. Ce protocole de pluriannualité qui arrive à son terme des 3 ans, qui avait été initié par Agnès Buzyn. Et avant de poursuivre, j'aimerais dire un mot sur Agnès Buzyn. Ce qui est arrivé, ce qui lui arrive, j'ai pris position dans une tribune de soutien à Agnès Buzyn. Plus de 100 000 personnes l'ont vu sur LinkedIn et j'ai apporté ce soutien sur son action, l'action du gouvernement, pas uniquement l'action d'Agnès Buzyn, du gouvernement, de ton action et des premiers ministres successifs, Édouard Philippe et Jean Castex. Voilà, je souhaitais ici témoigner, je pense que c'est aussi le rôle d'une fédération de reconnaître lorsqu'un ministre a été aidant et Agnès a été aidante lorsqu'elle était en charge. Donc voilà, je voulais faire ce lien et ce petit témoignage d'amitié à Agnès Buzyn et le soutien au gouvernement. Ce protocole de pluriannualité arrive à son terme. On arrive sur un nouveau quinquennat et Thomas en a partagé l'idée d'avoir un protocole sur 5 ans.
Voilà, sur 5 ans, pour donner de la lisibilité aux acteurs, donner de la vision, de la prospective. Et comme je dis toujours avec humour, que j'arrête de faire le siège des parlementaires à chaque PLFSS pour essayer d'avoir 0,2, 0,3 ou 0,5 de tarifs en plus. Donc notre demande aujourd'hui, et je suis certain que tu auras la réponse, c'est d'avoir un protocole sur 5 ans à 2,5 par année, hors Covid, bien sûr, et hors crise sanitaire. Je suis certain que tu as la bonne réponse à nous apporter aujourd'hui. Sur le principe de pluriannualité, j'étais très favorable à ce qu'on le fasse sur les 3 ans. Sur le principe de pluriannualité, lorsque j'étais en charge du programme de campagne du candidat Macron en 2017, j'avais participé à ce que nous puissions écrire un engagement d'évolution de l'Ondam entre 2,3 et 2,4 par an. Donc j'y suis forcément favorable, il faut donner de la lisibilité aux acteurs. En termes parfaitement légistiques, c'est-à-dire juridiques, les gros mots, il faut une loi de programmation de finances publiques pour pouvoir inscrire une pluriannualité. Or, la dernière loi s'arrêtait à 2022 et il n'y a pas d'autre loi possible de programmation d'ici à la fin du mandat. Donc c'est une réflexion que nous aurons dans le cadre du début de mandat prochain, si les Français nous font confiance. Je ne prends pas ici évidemment devant vous un engagement, il ne me revient pas de le faire, mais je redis que l'état d'esprit qui est le nôtre, et encore une fois, les preuves sont plus importantes, en tout cas en termes de preuves d'amour, les preuves matérielles sont des meilleures preuves d'amour que les mots. Et je retiens que si nous avions un engagement de 2,3, je crois que c'était un 2,3 d'évolution de l'Ondam, en réalité, à la fin des 5 ans, on se rendra compte qu'heureusement qu'il n'y avait pas une loi de programmation de finances publiques, parce que même hors Ségur et même hors crise sanitaire, on est au-dessus. Parce que vous n'avez pas encore vu l'Ondam que j'aurai l'occasion d'annoncer vendredi matin. Il ne me revient pas de vous l'annoncer aujourd'hui, mais l'hôpital est soutenu depuis le début du mandat, il le sera encore dans les années à venir. Merci. L'hôpital et les hôpitaux cliniques privés. Hein. Avec un grand H, la mine. Merci. Non, parce que dans cette enceinte... dans les mots. Écoute, c'est la première fois où je peux t'interpeller en direct non pas sur une télévision, mais c'est vrai que là, je peux réagir. Alors, un sujet pour lequel j'aimerais qu'on prenne du temps, Olivier. Merci pour les mots que tu as dit pour Agnès Buzyn, qui est ma prédécesseur. Je ne commente évidemment pas quelque chose qui relève de la justice. Je n'ai pas été convoqué à l'heure à laquelle je vous parle. Mais ce que je peux dire, et je l'ai déjà dit publiquement, je le redis bien volontiers devant vous, c'est que quand je suis arrivé le 17 février à 8h du matin dans le bureau d'Agnès Buzyn avant la passation de pouvoir, j'ai constaté que la situation sanitaire était prise avec le plus grand sérieux, avec vraiment le plus grand sérieux, et que la mobilisation des administrations de ce ministère, au niveau central comme au niveau territorial, était totale. Et je peux vous dire que la semaine d'après, j'étais à Rome avec un certain nombre de ministres européens de la santé, et que la France n'avait pas à rougir, ni en matière de préparation, ni en matière de perception des risques. Merci Olivier pour ce témoignage que nous partageons. Alors un temps d'échange là qui va être qui est important pour la profession, c'est la réforme des financements. La réforme des financements en psychiatrie, en soins de suite, les urgences. Donc j'aimerais scinder, parce qu'on fait souvent un amalgame, réforme de la psychiatrie, des soins de suite. Non, j'aimerais qu'on prenne le temps qu'il faudra pour que l'on puisse s'expliquer sur ces réformes. Donc je vais commencer par la psychiatrie, si tu veux bien. Dans 3 mois, c'est une réforme effective, supposée effective. À ce jour, on manque de lisibilité, l'absence de décret en atteste. Les simulations que nous avons reçues, et merci, font état de bords de spécialité importants, c'est-à-dire que les établissements spécialisés et ceux qui prennent en charge l'ambulatoire ont de grandes difficultés économiques. 50% de mes adhérents sont en baisse de rémunération ou de chiffre d'affaires. Tu dois synchroniser une réforme tarifaire d'autorisation avec celle du ticket modérateur. Les soins de suite, c'est encore pire, il y en a 4. Ce qu'on demande, c'est une sécurisation du financement. Tu nous l'as accordé. Mais est-ce que l'effet champ et l'effet volume seront également préservés? Pour nous, il n'y aura pas d'entrée, et je pèse mes mots, il n'y aura pas d'entrée dans la réforme sous dotation globale avec un Ondam psychiatrique qui soit figé, sans l'effet volume et sans l'effet champ. Donc, ma question, c'est, vas-tu pouvoir intégrer ces légitimes demandes et attentes qui font état de ce protocole que tu nous as soumis à signature et qui sont celles du secteur dans son ensemble
et en particulier de son président Marc Lédé, que je salue et qui contribue fortement, je dirais, à enrichir les débats au niveau de ton ministère? D'abord, je dirais, pour la psychiatrie comme pour le SSR, pardon, lier les deux, mais j'ai compris qu'il y aurait des questions sur les deux. C'est une réforme qui ne concerne pas que le secteur privé lucratif, mais l'ensemble des secteurs. C'est une réforme qui est attendue, et une réforme que j'ai accepté de repousser à plusieurs reprises, compte tenu notamment du contexte de crise sanitaire, et compte tenu du fait que j'avais constaté par moi-même qu'il était difficile de vous donner en temps et en heure des simulations pour vous permettre d'être parfaitement sécurisé vis-à-vis de cette réforme de financement. Cette réforme, elle va donc maintenant aller au bout. Elle est importante. Il y a des mécanismes et des garanties qui ont été apportés et que je rappelle ici. D'abord, effectivement, le protocole d'accompagnement à la mise en œuvre des réformes, je l'avais partagé au mois de juillet, a pour objectif de suivre l'impact de chacune de ces deux réformes sur le financement, d'adapter le modèle de telle ou telle spécificité, si elle n'est pas bien prise en compte. Ce que je veux, c'est assurer l'équité de traitement entre les secteurs, la pertinence, la soutenabilité de chaque réforme, évidemment. Et je tiens à rappeler surtout qu'il y a une sécurisation complète de tous les établissements en 2022 par la neutralisation des effets revenus négatifs. Vous avez reçu les simulations concernant le secteur de la psychiatrie. En octobre, vous recevrez les simulations s'agissant du secteur du SSR. Sur la psychiatrie, vous l'avez vu par vous-même, il y a quelques cliniques qui perdront potentiellement, ce qui n'est pas sûr, mais l'essentiel des cliniques privées seront gagnantes, même la très très grande majorité des cliniques seront gagnantes. Je peux vous dire que ce sera exactement la même chose pour le secteur du SSR. Donc pas d'inquiétude particulière, et s'il y avait encore des inquiétudes, je rappelle qu'il y a aussi des mécanismes de sécurisation qui sont importants, avec un accompagnement sur 4 ans auquel je me suis engagé. Et le protocole d'accompagnement des réformes a justement comme objectif à la fois de superviser l'application des règles de fonctionnement pour en vérifier la pertinence in vivo, comme d'identifier les situations individuelles qui nécessiteraient une attention particulière, et nous serons donc, comme le mot l'indique, très attentifs à chaque situation de chaque établissement. On veut que ça se passe bien. Merci pour ces réponses. Alors je vais enchaîner sur le SSR parce que c'est un peu la même difficulté sur cette réforme qui est en fait illisible et inéquitable. Inéquitable parce qu'il y a toujours une double échelle de pondération. Tu es médecin, tu le sais. Pourquoi un AVC dans le public, c'est 35 jours? Pourquoi un AVC dans le privé, c'est 25 jours? Pourquoi y a-t-il une double échelle tarifaire entre le public et le privé? Et la difficulté, c'est que nous devons mener 4 réformes en cours. Autorisation, classification, tarification, ticket modérateur. À 3 mois. Le décret n'est pas sorti, les simulations, d'accord, tu nous les promets pour le mois d'octobre, mais nous sommes inquiets. Et c'est vrai que le président Frédéric Sanguignol, qui représente la FHP-SSR, est inquiet et attend des réponses. Alors, il ne demande pas un mode de financement qui soit équitable, parce que c'est compliqué à avoir. Mais nous demandons un mode de financement qui soit équitable, axé sur l'activité et l'efficience. Il ne demande pas, une garantie de financement. C'est pas la garantie de financement que l'on attend parce que on demande un mode de financement équitable. Et cette garantie de financement, bien sûr, tu t'y es engagé sur les 4 années à venir, mais si, et je le répète, comme la psychiatrie, elle est figée en effet champ, en effet volume, si nous sommes contraints dans un nom d'âme psychiatrique ou SSR, la réforme ne sera pas atteinte et on ne peut pas l'accepter. Ce qui fait la force de l'hospitalisation privée, et tu le sais, c'est cette flexibilité, cette souplesse, cette action que nous avons sur les territoires, de pouvoir répondre, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, le pouvoir répondre au plus près des demandes avec simplicité. Si nous sommes enfermés dans un carcan, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas travailler, et c'est ce qui nous inquiète au plus haut point. C'est pas la garantie, j'ai pas de doute sur tes intentions de garantie, de sécurisation pendant 4 ans. Et puis lorsqu'il y a une réforme de tarification, il y a aussi une équité entre les secteurs, entre les territoires. Donc on est positif là-dessus. On est force de proposition. Mais par contre, d'être figé dans un volume précontraint et de ne plus pouvoir se développer, pour nous est inacceptable. Et si on se base sur l'année 2020, qui est une année complexe, 2021 est également complexe, sur quelle base se baser sur 2019? C'était il y a 3 ans. Donc voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes. Bien sûr que la réforme a été reportée, bien sûr, mais nous avons progressé et nous devons encore progresser. Et je pense qu'on doit, sur les différentes thématiques, les différents socles, public-privé, avancer à des vitesses différentes.
Les problèmes du public sont certains, les nôtres aussi. On n'a pas les mêmes problèmes. Et les solutions apportées qui voudraient égaliser l'ensemble des secteurs ne marchera pas. On peut avancer à des pas différents et rentrer dans cette réforme de manière cohérente et structurée, pour ne pas créer, je dirais, ce qui fait la richesse de l'hospitalisation privée, cette souplesse sur les territoires. Si j'étais provoque, je dirais que tu as d'abord fait un plaidoyer pour l'équité, condamnant le fait qu'il y ait des différences à travers les grilles, pour terminer ton intervention, pour un plaidoyer pour le droit à la différence en disant que chaque secteur n'avançait pas au même rythme. Non, blague à part, ce qu'on constate, c'est un très fort dynamisme du secteur privé dans le domaine du SSR depuis des années, avec un secteur public qui se plaignait d'être pénalisé et qui disait exactement ce que tu dis aujourd'hui, à savoir l'incapacité d'ouvrir de nouvelles unités, l'incapacité de répondre aux demandes, du fait de règles tarifaires qui étaient bloquées et qui gelaient toutes les initiatives. De l'autre côté, on avait un secteur privé qui s'épanouissait, et c'est tout à son honneur, et c'est tant mieux, avec développement d'unités de SSR. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons justement restauré de l'équité dans le principe de financement. Il n'y a pas une structure qui est au prix de journée, une structure qui serait forfaitaire, etc. Ce qui veut dire que ce que nous visons, l'objet de cette politique, c'est quand même qu'il y ait du dynamisme dans tous les secteurs, parce que nous avons besoin d'unités de SSR, nous avons besoin d'avoir un traitement différencié sans doute des SSR polyvalents versus les SSR spécialisés, etc. Et on sera très vigilant à ce que ce dynamisme se poursuive. Mais si je regarde, ayant dit que à la fois le secteur privé lucratif était très dynamique dans le domaine du SSR depuis des années, et que je vous ai dit tout à l'heure qu'avec la nouvelle réforme, vous ne serez pas perdant, loin s'en faut, ça veut dire que, de fait, le dynamisme y sera. Ce que je dis, c'est que les 4 ans de garantie, c'est pas pour faire passer la pilule, c'est pas pour apaiser, c'est pas du baume. Ces 4 ans, ils doivent nous permettre d'observer en vie réelle quel est l'impact de cette réforme, sans que vous soyez perdant, ou sans qu'un autre secteur soit perdant. L'impact de la mise en place de cette réforme et ses garanties sur 4 ans, c'est pour pouvoir se dire, au bout d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, ben là, on voit qu'il y a des effets de bord, une externalité négative à cette réforme, il faut qu'on le corrige. On a le temps de voir venir les choses. 4 ans, c'est assez long. Donc cette réforme, elle est annoncée depuis très longtemps. Elle va s'appliquer, le décret va bientôt sortir, mais tout le monde en connaît le contenu et vous aurez dans quelques jours les simulations. Encore une fois, je suis certain qu'après les inquiétudes, quant à la mise en place de cette réforme, viendront d'autres types d'inquiétudes sur est-ce que vous n'allez pas revenir en arrière. Parce que si vous avez vraiment regardé les simulations sur la psy, vous voyez qu'entre les discours très inquiets et les faits, il y a quand même un écart très important qui s'est creusé. On va y arriver. L'objectif, c'est que nous puissions avoir des structures de psy, des structures de SSR dynamiques, traitées avec justice et équité. Merci Olivier, pardon. J'aimerais maintenant évoquer la réforme des urgences également, non pas le volet établissement dont les simulations font état, je dirais, de corrections, mais qui sont plutôt positives et encourageantes. Non, c'est plutôt la rémunération de tes confrères médecins libéraux, où certains sites voient leur baisse de rémunération entre 10 et 20%. Il y a 130 services d'urgence, on pourrait en ouvrir autant. Il y a 700 médecins libéraux. Si demain, ils ont une perte de rémunération de chiffre d'affaires, et quand même, ils sont présents 24 heures sur 24, donc il y a une pénibilité qui est forte, qui est très forte, et souvent ils prennent 8-10 gardes par mois. S'ils perdent 10 à 20%, ça ne sera pas possible. Donc, est-ce que tu peux regarder cette rémunération des médecins libéraux qui va basculer de la nomenclature à des forfaits liés à l'âge, liés au mode d'adressage, etc. Mais force est de constater que certains perdent 20% de leurs honoraires. Très, très simplement, ce n'est pas une réforme d'économie. Et on ne fera pas d'économie avec cette réforme. C'est une réforme de simplification. Tu nous as fait remonter un problème qui porte sur les majorations de nuit, s'agissant des praticiens libéraux qui effectuent des gardes. Mes administrations, mon équipe t'a déjà reçu, mes administrations se sont engagées à trouver une solution pour ce problème. On trouvera une solution pour ce problème. Il est hors de question de faire des économies sur le dos des libéraux qui font des gardes dans les cliniques privées, soient rassurés. Si, également, un petit mot sur les médecins libéraux. On l'a vu pendant la crise, tu as octroyé à notre secteur une compensation totale de notre chiffre d'affaires. Compensation des marges également. C'est-à-dire que nous avons pu travailler pour lutter contre cette pandémie en toute sécurité. Et merci, ça a été dit, redit, mais on dit jamais, je pense, assez merci lorsque on sauve une profession, parce que c'est vrai que sans cette garantie de financement, nous aurions disparu au mois de mars 2020. Donc, tu as œuvré pour qu'on continue. Par contre, les médecins libéraux, et ça crée des tensions aujourd'hui, ça crée des tensions, ils ont été oubliés.
Bien sûr, je sais qu'il y a eu une compensation de leurs charges, mais qui a été, si je peux qualifier, même si globalement ça fait des montants importants, mais qui a été ridicule. Leur aide sur leurs charges sociales. Ça a été ridicule et aujourd'hui on a des tensions dans les établissements entre les ordres de déprogrammation que nous recevons et le maintien de l'activité. Alors on est tiraillé entre les pressions sociales de par le manque de personnel, et on va y revenir sur le Ségur, on est tiraillé entre ces pressions sociales, l'obéissance, parce que nous devons obéir aux injonctions des ARS, surtout quand on est au niveau 4 et qu'on doit déprogrammer, et les médecins qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas indemnisés. Donc je pense que bien sûr, on ne souhaite pas qu'il y ait de nouveaux drames, une nouvelle pandémie. Tu l'as dit, il n'y a pas de virus qui apparaît mutant et qui soit aujourd'hui inquiétant. Mais je pense qu'il ne faut pas les oublier, il ne faut plus les oublier et il faut les accompagner comme nous avons été accompagnés parce qu'en interne, ça crée des tensions, ça crée des difficultés qui sont réelles. Pour dire qu'il y avait eu des discussions avec le ministre du Budget de l'époque, y compris par courrier, parce que je m'étais mobilisé pour qu'on ne plafonne pas les indemnisations, les compensations en termes de charges sociales pour les professionnels de santé libéraux, considérant à la fois la déprogrammation qui avait été imposée et d'autre part le rôle des libéraux. Et en disant cela, je voudrais que chacun ait conscience que les sommes en macro que cela représente sur les comptes de la sécurité sociale sont très conséquentes et que ça n'a pas été très simple, loin s'en faut. Ensuite, je pense que nous sortons de la période des déprogrammations. Je le souhaite évidemment ardemment pour des raisons de santé d'abord, de santé liée à l'épidémie, mais aussi parce que la déprogrammation implique du retard de soins et du renoncement aux soins, et que je ne le souhaite plus, évidemment. Donc gageons ensemble que l'avenir sera meilleur que le passé, et toutes les situations ont été examinées. J'aurai l'occasion de publier les chiffres. J'ai demandé à l'assurance maladie de me faire un rendu précis des chiffres en termes de BNC, des libéraux sur la période de l'année qui s'est écoulée. J'ai reçu tous les syndicats libéraux, j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure à travers la visio qui sont dans la salle. Je crois que j'ai vu Jean-Paul Ortiz, qui m'en ont tous parlé, et le dialogue continue avec eux. Merci, merci Olivier. Alors maintenant, ça me fait aborder le volet social avec le Ségur, le RH1 et le RH2. Je me rappelle nos discussions à l'été dernier, donc il y a 14 mois, sur le volet 1, où c'est vrai que nous avions une demande de transposition, comme la prime Covid qui avait été accordée à l'ensemble des secteurs. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident. Au départ, on avait des discussions, je me rappelle, nous avions des échanges, on va dire, directs, comme nous avons régulièrement. Et c'est vrai que la transposition du Ségur 1 à 160 € a été très bien accueilli. Et ça a permis, je dirais, de passer un cap et de revaloriser nos soignants. Le Ségur 2, ça a été un peu plus compliqué. Parce que la transposition n'a pas été possible, parce que les montants alloués n'ont pas été les mêmes et qu'il manquait 50 millions d'euros sur la transposition. Malgré ce, la branche que je préside, a obtenu, et tu l'as souligné, un accord de la CFDT sur une application dès le 1er octobre de ce Ségur 2, pas à la hauteur des espérances des uns et des autres, c'est évident, mais dès le 1er octobre, nous allons appliquer cette revalorisation sur nos fonds propres. Parce que l'engagement, c'est au 1er janvier que tu avais acté. Donc la première demande, d'une part, c'est l'accompagnement sur cette période-là, octobre, novembre, décembre. Ça me semblerait juste dans la mesure où on a fait le travail de persuasion avec nos organisations syndicales. On a essayé d'aller au bout, on y a été. Maintenant, on souhaite pour les adhérents, parce que la période est compliquée dans la mesure où nous avons tous repris une activité 2021. Et c'est vrai que certains estiment que sur 2021, la garantie de financement nous protège et que nos marges seraient extraordinaires. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que nous avons dépassé l'activité de 2019. L'ensemble des chiffres d'activité que nous avons, nous sommes au-delà de ce que nous faisions comme activité avant le Covid. Donc, la garantie de financement, pour bon nombre d'entre nous, ne joue pas. Je t'avais même demandé, avant l'été, de pouvoir en sortir, si besoin était, pour prouver notre volonté de reprendre une activité au plus vite, de pouvoir en sortir au 1er septembre. Tu as décidé qu'au regard de l'équité entre les secteurs, ce serait bien que les deux secteurs en sortent en fin d'année au 31 décembre. Nous voulons en sortir le plus vite possible pour que toutes ces insinuations, et je parle directement et clairement parce que je n'ai pas à me cacher derrière quoi que ce soit, ces insinuations qui disent que la garantie de financement nous protège, non, nous l'avons dépassé, notre activité est supérieure, et les efforts que nous faisons sur le social, sur les RH Ségur 2, nous le faisons au 1er octobre sans financement. J'ai lu dans la presse, j'ai été un petit peu surpris parce que j'étais dans tes services quelques jours avant, qu'il y avait une revalorisation actée pour les sages-femmes.
j'en suis le premier heureux. Nous l'avions déjà acté dans ce Ségur 2 1er octobre. Revalorisation pour les sages-femmes. J'ai lu le communiqué de presse des sages-femmes qui écrivait que le secteur privé en bénéficierait aussi. J'aimerais que tu me rassures et que ce bénéfice de revalorisation pour nos sages-femmes sera appliqué et financé par ton gouvernement. Bon, Lamine, d'abord, on va se dire les choses. Il y a 9 milliards d'euros de hausse de salaire. 19 milliards d'euros entre la reprise de dette et l'investissement. Il n'y a jamais eu ça pour les établissements de santé. Jamais. Il n'y a même pas eu 10% de ça sur un quinquennat entier. Donc on est en train de parler de sommes qui sont totalement dingues. Et qui sont totalement justifiées. Et qui permettent de revaloriser près de 2 millions de salariés. On va encore se dire les choses. Dès le premier jour des négociations avec les organismes syndicaux, dans un contexte social qui n'était pas simple, j'ai acté le fait que, quoi qu'il arrive, le secteur privé, non lucratif et lucratif, bénéficierait des conditions d'une transposition des accords au public par équité. Par équité. Et s'il fallait une preuve d'amour, c'est celle-ci. Donc on parle de sommes, de masse, qui sont absolument colossales. Et qui sont en plus de l'Ondam et de son évolution. Et qui sont en plus de toutes les mesures, et c'est tout à fait normal, liées à la crise sanitaire. J'entends qu'il y a 19 millions d'euros qui sont liés pour une partie à une anticipation de la transposition des accords dans le secteur privé lucratif de janvier à octobre. Tant mieux pour les salariés, mais comment ça se passe? Et tu le sais très bien. Si je dis, vous avez commencé en octobre, donc je vais vous donner l'argent en plus, non seulement je l'ai pas, il faut que je retourne à Bercy, qui commence à me dire qu'on est très sympa, mais qu'on a déjà fait sauter la banque un paquet de fois pour la santé depuis 1 an et demi. Parce que sinon, les autres secteurs vont me dire, nous aussi. Et donc, c'est à chaque fois le serpent qui se mord la queue. Ça, c'est pour ce reliquat en question. Ensuite, sur les sages-femmes, tu l'as dit toi-même, ça faisait partie de la transposition de l'accord dans le secteur privé, puisque l'ensemble des salariés du secteur privé lucratif étaient embarqués, et les financements qui ont été accordés ne faisaient pas l'impasse sur les sages-femmes. Donc, dans le secteur public, il n'y avait pas eu la prise en compte de la revalorisation des grilles dans l'attente du rapport de l'inspection générale. Donc, je viens financer ce que j'avais dit que je financerais, mais que je n'avais pas encore financé dans le secteur public, alors que dans le secteur privé lucratif, la somme qui a été accordée aux établissements tenait compte de la totalité de la population exerçant dans ces établissements, incluant donc les sages-femmes et permettant la bonne transposition. Ensuite, encore une fois, 160 € net d'augmentation de salaire pour tous les salariés des établissements privés lucratifs en France, financés par l'État, ça n'a jamais été fait. Et ça n'a jamais été fait, c'est pas dans des proportions similaires, ça n'a jamais été fait tout court. On est là dans quelque chose qui est totalement inédit. Donc vraiment, je vous propose de continuer avec cet état d'esprit constructif qui nous permet de transformer la vision qu'ont les salariés des établissements de santé de leur métier, pour les rendre encore plus attractifs, pour faire en sorte qu'on puisse en recruter davantage, en former davantage, parce que j'ai cru comprendre qu'un des enjeux pour les établissements aujourd'hui, c'était la démographie des professions de santé, la capacité à recruter des soignants et à les garder dans la durée. Et vous me trouverez à vos côtés et on y mettra les moyens. Attends, je vais revenir sur... parce que j'ai peur d'avoir compris. Sur les 183 € du public, les sages-femmes n'étaient pas revalorisées ? Les sages-femmes avaient eu le CTI, ce dont on parle là, c'est l'augmentation, c'est les 100 € bruts en moyenne pour les sages-femmes à travers les grilles salariales, qui n'avaient pas été encore financées pour le public, parce qu'on n'avait pas encore eu le rapport de la mission IGAS qui permettait de transposer l'augmentation des grilles salariales. À savoir que la question qui était posée, c'était est-ce que dans le public, on augmente les sages-femmes comme on a augmenté les médecins en moyenne, ou est-ce qu'on les augmente comme on a augmenté du personnel paramédical de catégorie équivalente? Le choix qui a été fait, c'était de les augmenter selon l'évolution des grilles médicales, ce qui fait qu'une sage-femme à l'arrivée, avec des primes et avec des augmentations de grilles, perçoit 363 € net de plus par mois en moyenne. Dans le secteur privé lucratif et non lucratif, l'accord de transposition des grilles était automatique puisque les sages-femmes étaient embarquées avec les corps de métier qui avaient bénéficié de la transposition. On est dans un dialogue un peu technique, Lamine, mais j'aime bien aussi la technique. Bon, on reprendra cette discussion parce que je suis pas sûr d'avoir... on va rien toucher, c'est ça ? Bon, c'est dommage que tu sois pas là, Olivier, parce que tu verrais la salle, la voix. Bon, on reprendra cette discussion.
Parce que je peux pas, moi, entendre, si tu veux, que nos sages-femmes soient pas revalorisées. Bien sûr que c'est des fonds publics. Non, Lamine, les sages-femmes sont revalorisées dans le secteur privé lucratif. Elles sont embarquées par l'accord que vous avez signé avec les sages-femmes, avec l'ensemble des salariés des établissements privés lucratifs. Les sages-femmes du public, jusqu'ici, ne l'avaient pas été. Les sages-femmes du privé le sont, dans le cadre de l'accord que tu viens de signer avec les centrales syndicales. Mais j'ai pas le financement. Le financement avait été accordé par anticipation au secteur privé lucratif. Bref, on aura cette discussion si tu veux. Oui, encore une fois, on parle de 9 milliards d'euros de salaire par an. Et là, on est peut-être en train d'échoper sur 1 million d'euros. Donc je veux bien, c'est très franco-français de dire j'ai eu tout ça, mais je voulais ça en plus. Je redis l'effort conséquent, historique qui a été fait. Et c'est peut-être ça que j'aurais entendu si j'étais présent dans la salle avec vous. Oui. Et je t'ai remercié. Sur la reprise de dette, on en est exclu quand même. Hein, donc sauf ceux qui sont SPH, donc c'est-à-dire très peu d'entre nous, on est quand même exclu de cette reprise de dette. Et c'est vrai que ça manque un peu. Alors sur l'emploi-formation, tu le sais, on a des grandes difficultés aujourd'hui de fonctionnement qui nous contraint quelquefois à fermer des services ou des blocs opératoires. Donc il faut absolument que les quotas infirmiers et soignantes soient libérés. On a eu aussi une vague d'infirmières qui sont parties dans les centres de vaccination, dont j'ai cru comprendre au dernier copil de vaccination que peut-être il y aurait fermeture de ces centres en décembre si nous étions arrivés à la totale vaccination et que ça resterait en ville. Voilà, nous devons faire face à de grandes difficultés au niveau de ces soignants. Ça crée des tensions. Alors chaque secteur explique que c'est l'autre qui pique les infirmières à l'autre. Alors voilà, quand je parle avec les hôpitaux publics, ils me disent c'est toi qui pique l'infirmière. Moi, quand je parle avec mes confrères, et j'en suis, non, on a une fuite de soignants qui est réelle et sérieuse. Donc voilà, c'est important de te le dire et de libérer ces quotas. Alors, s'agissant des quotas de formation, on va ouvrir 6000 nouvelles places en IFSI et en IFAS d'ici à 2022. Les conventions sont en cours de signature avec les régions pour augmenter les places sur les formations d'IFSI, d'IFAS et d'AES. Donc on va avoir une augmentation de la formation des paramètres de façon extrêmement conséquente et on a actionné tous les leviers pour cela. Les premiers effets se feront ressentir dans les tout prochains mois. S'agissant de l'apprentissage, on a pris des textes en avril dernier pour développer le volume d'apprentis accueillis en formation d'aide-soignant et en oxy-puère. Et des réflexions sont en cours pour un dispositif rénové de VAE s'agissant des diplômes d'aide-soignante et d'oxy-puère. Et enfin, nous avons augmenté le nombre de jurys de VAE. Les difficultés soulignées dans la composition du jury sont la raison de temps d'attente qui sont significatifs entre les deux phases de validation des acquis de l'expérience. Et donc, on est en train de pousser tous les leviers pour cela. Merci Olivier. Toujours sur les tensions sociales et un dossier que nous portons, que le MCO et sa présidente Frédéric Gama portent tous les jours, et le président Philippe Cuc aussi que tu as vu récemment, et tu vois où je veux en venir, c'est le dossier des IBOD. Le dossier des IBOD qui n'est pas à ce jour résolu. Alors c'est vrai que la crise a permis peut-être de détourner l'attention sous cette problématique réglementaire, juridique et assurantielle. Mais aujourd'hui, où on sent bien que la crise, et c'est tant mieux, est un petit peu derrière nous, ou du moins les sujets reviennent. Voilà, sur les IBOD, c'est pas réglé. Depuis 2015, on n'a toujours pas de solution pérenne pour fonctionner. Très concrètement, ce sujet des IBOD est un sujet qui me préoccupe depuis des années, qui est très bien porté par les syndicats, qui explique d'ailleurs bien le fait qu'il y a pas de consensus, mais que en l'état, ça laisse pas mal de monde dans une situation difficile. Je remercie l'ensemble de mes administrations qui ont fait des travaux de réingénierie de la formation IBOD, qui doivent le permettre d'avoir une refonte complète pour 2022. Je les remercie aussi pour les travaux qui ont été engagés sur la reconnaissance d'un certain nombre d'actes. Il y a des contentieux qui sont toujours en cours. Je me suis engagé auprès de Philippe Cuc et je tiendrai mon engagement à une réunion à mon niveau avec l'ensemble des acteurs dans le champ des IBOD. Parce que j'ai envie de comprendre ce qui bloque encore et ce qui ne fait pas consensus dans la profession. 2, pour qu'on puisse acter sans délai des dispositions de nature à rassurer la profession et à nous permettre de clôturer ce dossier en sortant par le haut. Donc mon implication sera personnelle dans les toutes prochaines semaines sur ce dossier des IBOD. Merci Olivier, c'est effectivement l'information que j'avais de Philippe, et tu peux compter sur nous pour travailler et proposer, voilà, et non pas du tout s'opposer. Alors c'est vrai que on sent bien quand même une tension, et je l'ai évoqué sur les sages-femmes, sur le Ségur 2, une tension, une difficulté, et je le redis, tu as mis dans notre branche 2 milliards d'euros.
2 milliards. Je veux pas. Les chiffres sont précis. 700 millions dans le Ségur 1, 77 dans le Ségur 2, et puis la garantie de financement, la compensation des marges, ça fait 2 milliards. Bon, sur la garantie de financement, on a travaillé, heureusement, et je le redis parce que c'est important que l'ensemble des auditeurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous écoutent soient persuadés, parce que nous publierons nos chiffres, et puis nos chiffres sont publics par l'assurance maladie. Nous sommes au-dessus de l'activité de l'année 2019. Au-dessus, en médecine, en chirurgie. En soins de suite et en psychiatrie, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des problèmes d'amont et d'aval. Donc sur le MCO, par contre, sur l'activité, là nous sommes au-dessus, et c'est pour ça que les soins de suite et la psychiatrie, j'y reviens parce que c'est important, sont inquiets si on prend comme année de référence 2019, 2020 ou 2021, ce ne sont pas des bonnes années. Également dire que la fédération se transforme et nous avons un nouveau logo avec une action sur les missions. Tu sais que je suis porteur des missions de service public. Le précédent quinquennat, j'étais un ardent défenseur du service public hospitalier. Je me suis opposé à notre ministre de tutelle de l'époque, Marisol Touraine, sur le service public hospitalier. Et j'avais raison de m'opposer, parce que nous en avons été exclus. Et aujourd'hui, j'en mesure toutes les conséquences délétères de cette exclusion du service public hospitalier. Mais nous sommes à mission, et les missions de service public, c'est l'essence même de la profession, également sur notre investissement sur les urgences, sur la réanimation. On l'a vu sur le territoire, plus de 100 services de réanimation interrogatoire ont été créés, 130 services d'urgence fonctionnent, on pourrait en ouvrir autant si nous avions les autorisations. Et là, je me retourne vers toi et vers les ARS pour que, enfin, lorsqu'un dossier de création est déposé, ce soit le meilleur dossier qui soit retenu et pas celui appartenant à un secteur public ou privé. Et c'est souvent, on le voit sur l'imagerie, le secteur public qui est favorisé avant le secteur privé, et ça pour moi c'est une douleur et c'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir cette difficulté. Donc avant de te donner un temps d'échange ou un temps de prospective, parce que c'est vrai que nous nous sommes connus en 2014, je crois. Nous nous sommes connus en 2014 et tu étais après, nous nous sommes revus régulièrement lorsque tu étais en charge du PLFSS, et tu étais également en charge du projet de santé de notre président. Donc j'aimerais que tu dessines, parce que c'est important d'avoir de la lisibilité, les grandes orientations santé à venir, mais avant que tu veuilles bien donner ton sentiment sur l'évolution de la fédération et les entreprises à mission que je souhaite porter haut et fort. D'abord, te dire, Lamine, que je suis d'accord avec toi sur les autorisations. Et que ça m'énervait quand j'étais parlementaire, ça ne m'énerve pas moins depuis que je suis ministre. Alors je m'énerve rarement, voire jamais. En réalité, c'est pas de l'énervement, mais c'est de l'incompréhension partagée. Dès lors qu'il y a dans un territoire, mettons, 2 ou 3 mois de délai d'accès à un IRM, qu'il y a une commission ad hoc, l'AXOS, qui donne un avis favorable, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on en limite l'implantation de ces dispositifs, et j'ai demandé à mes administrations centrales de revoir cette règle des autorisations de manière à ce que nous n'ayons pas un mécanisme qui auto-entretient la pénurie tout en créant des frustrations tous azimuts, parce que des bons dossiers n'ont pas trouvé un accord. Encore une fois, mes administrations sont sur le pont depuis le premier jour de la crise sanitaire. On leur demande énormément de choses, plus que ce qu'on ne leur a jamais demandé, et elles remplissent un nombre de missions absolument extraordinaires. Donc tout, je dirais, n'a pas pu être déroulé jusqu'à présent du jour au lendemain en claquant les doigts, surtout qu'il y avait des dossiers prioritaires s'enchaînaient, mais ce dossier des autorisations, je ne le lâcherai pas. Dire aussi, Lamine, pour faire écho à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le budget, je ne peux pas déflorer ici le PLFSS. Ce serait pas, encore une fois, respectueux. Mais j'ai parlé tout à l'heure d'un engagement hospitalier pour un Ondam hospitalier qui, hors crise et hors mesure Ségur, était censé être en évolution à 2,3 ou 2,4. Sans déflorer, encore une fois, les choses, ce sera plus pour l'Ondam hospitalier en 2022. Et donc, je suis convaincu, étant donné les masses financières que cela va concerner pour l'hôpital, avec un grand H, que chacun y trouvera son compte et pourra se développer et ne pas être obligé d'avoir des mesures d'économie réelles ou cachées. Vous pourrez faire les comptes vous-même. Rendez-vous dans 48 heures. Sur l'avenir, il m'est compliqué ici de dessiner ce que pourrait être le programme pour un prochain quinquennat. On va d'abord dire que je suis absolument passionné par cette mission, par la politique de santé et des solidarités, que c'est à la fois enthousiasmant d'avoir pris les commandes de ce navire en pleine crise sanitaire,
c'est très enthousiasmant d'avoir pu piloter cette gestion de crise, et en même temps, et même si je vois qu'il y a un grand nombre de lignes qui ont bougé en matière de numérique en santé, avec la télémédecine, on a multiplié par plus de 100 le nombre d'actes réalisés en moyenne, je prends le Ségur de la santé, où enfin on a pu dégager des marges de manœuvre financières comme jamais, dans le champ de l'autonomie, avec la loi dans le PLFSS qui va arriver, avec la création de la 5e branche, avec l'évolution des carrières et des métiers quand même, avec les changements de gouvernance au sein des établissements de santé, avec un avenant conventionnel, avec le développement des SAS. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé, mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent bouger. Moi, j'ai reçu en bilatéral pas mal de syndicats. Et je leur ai dit, la main, elle est tendue. En matière de coordination des soins, qu'on sorte de la logique des frustrations quand on parle de coopération. Que ce soit pas un tel qui se dise, on va encore m'enlever un acte pour le donner à quelqu'un d'autre, et moi je vais me retrouver avec le boulot qui est dur et pesant, et tout ce qui faisait entre guillemets un peu le sel ou le beurre dans les épinards dans mon activité du quotidien m'est retiré. Et pour autant, il nous faut avancer sur la coopération interprofessionnelle. Et la crise sanitaire a montré que quand on faisait confiance aux acteurs de santé dans les territoires, ils faisaient bien mieux que si on leur avait fait des protocoles pour leur expliquer comment bosser ensemble. Donc moi je souhaite qu'on puisse s'appuyer sur cette dynamique issue de la crise sanitaire dans tous les territoires, entre la ville et l'hôpital, entre le sanitaire et le médico-social. Je n'oublie pas le domicile avec l'hospitalisation à domicile, évidemment, et qu'on puisse continuer, et qu'on puisse pousser les feux de la coopération, et qu'on puisse essayer de mettre les corporatismes encore pour quelque temps un peu de côté pour avancer ensemble. Notre pays est en retard en matière de coopération interprofessionnelle. Il est en retard en matière de pratiques avancées. Il est en retard en matière de développement d'un certain nombre de métiers. Il est en retard en matière d'accès de professions non médicales à des niveaux de master ou de doctorat pour avoir de la publication de recherche publique de qualité et d'harmonisation des pratiques. Notre pays était en retard en matière de numérique en santé. Grâce à Laura Le Tourneau, grâce à Dominique Pont, grâce à toutes ces équipes, nous sommes en train de passer de l'un des derniers pays européens, je le dis hélas, depuis quelques années, à l'un des pays leaders en matière de structuration numérique, que ce soit en termes de hard, avec des gros budgets alloués par le Ségur, ou en termes de soft, avec un changement de pied complet qui consiste à imposer l'interopérabilité des systèmes d'information et qui consiste à avoir un système d'espace santé numérique bientôt au 1er janvier généralisé pour tout le monde, avec un opt-out et pas un opt-in, c'est-à-dire que par défaut, tout le monde aura son système numérique. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Je crois qu'au lendemain de c'est pas que je crois, factuellement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est là qu'il y a eu des idées qui ont germé sur les ruines d'un pays qui était à reconstruire, et c'est là que la sécurité sociale a été créée. Pendant la crise Covid, nous avons élargi le périmètre de cette sécurité sociale. Moi, je pense à des nouvelles protections pour demain, et notamment tirer les constats de la crise. Quelle est la place de chacun des acteurs de financement des soins dans notre système de sécurité sociale, entre la part assurance maladie, entre la part complémentaire? Quels sont éventuellement les nouveaux rôles qu'on pourrait conférer aux acteurs des complémentaires, dans matière de prévention, en matière de care management? On a ce désir de protection chez les Français qui est important. Et la crise sanitaire a montré que la santé était un sujet éminemment politique. Et quand Guilhem disait déjà à l'époque, la santé a remplacé le salut. C'est pas la crise sanitaire qui va le faire qui va le faire mentir. Donc on va investir encore massivement. Il y a aussi tout le côté innovation thérapeutique. On a tous regretté que la France ne soit pas le pays du vaccin contre le Covid. Moi, je souhaite que la France puisse prendre tous les virages nécessaires pour que demain, la France fasse partie des pays qui identifient les traitements les plus innovants. J'étais hier aux Ulysses, en région parisienne, où on fait de la thérapie cellulaire. La France est le premier pays au monde à faire bénéficier de ces patients atteints de lymphome des CAR-T-cells avec cette nouvelle technologie des thérapies cellulaires. Et nous produisons pour toute l'Europe. Et on s'étend. Je veux qu'on puisse investir avec une agence d'innovation en santé, qu'on puisse aller guetter les innovations là où elles sont, qu'on puisse aider les startups, qu'on puisse les développer en ETI, qu'on puisse aussi aider les grands groupes à investir, à refaire des essais cliniques en Europe et en France, qu'on réindustrialise, qu'on retrouve de la souveraineté en matière de produits de santé et de dispositifs médicaux. Bref, il y a énormément de choses dans le champ de la santé. Il y a encore un travail à mener pour pouvoir présenter un programme. Ce n'est pas le lieu et ce n'est pas l'heure de le faire, mais je te remercie de m'avoir permis quand même de l'aborder dans les grandes lignes. Merci Olivier pour ces échanges et cette vision que nous partageons. Et c'est vrai que nos échanges ont été directs, comme j'aime, mais il y a des sujets qui méritent qu'on se revoie très rapidement et peut-être parce que là
Là, j'ai le soutien de 500 de mes adhérents, donc c'est trop facile, je dirais. Donc je vais garder mes armes de négociation encore pour te voir très, très prochainement. Si tu veux bien, un petit mot de conclusion sur, voilà, sur la période actuelle et puis sur tout le bien que tu penses de la fédération, de son président et des cliniques privées. Non, en conclusion, vous remercier pour cette invitation. Vous dire que c'est assez étrange parce que je me sens profondément médecin, profondément passionné d'organisation de la santé et de santé publique, et en même temps profondément politique et profondément ministre. Et donc cette capacité de travailler dans un domaine que j'aime, que j'affectionne, que je crois connaître, même si j'ai toujours l'esprit ouvert, et je garde évidemment l'esprit ouvert avec la possibilité de reconnaître si je me plante ou si, par rapport à ce que je pensais il y a quelques années, les choses ont évolué, fait que je travaille avec passion. Et je suis entouré d'une équipe, que ce soit au cabinet, ou dans les administrations centrales ou territoriales. Je travaille avec des gens qui sont passionnés. Et vous-même, vous êtes des gens qui êtes passionnés. Et vous le faites au-delà de la passion avec une vocation, votre métier. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont pu être tensés, insultés, menacés parfois parce que ils sauvaient des vies contre le Covid ou parce qu'ils menaient une politique de vaccination intensive, voire qu'ils faisaient respecter une loi très consensuelle au Parlement, pour le coup, sur l'obligation vaccinale. Je voulais vous dire que je serai toujours à vos côtés, que on a, comme disait l'autre, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et en l'occurrence, on n'est pas loin d'avoir le même maillot, puisqu'on est tous au service des malades et au service de la santé publique. Donc, vous pourrez toujours compter sur mon investissement à vos côtés, sur mon respect énorme pour l'action que vous menez, et sur mon ouverture d'esprit pour qu'on avance ensemble et qu'on continue de transformer notre système de santé. Merci beaucoup. Merci Olivier. J'aimerais qu'on te témoigne de nos remerciements. Et merci pour cette heure passée. Le temps passe toujours très vite lorsque les débats sont riches, animés et directs. Voilà. Merci Olivier et puis bonne continuation et à très vite à Paris. Merci.